à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Elles sont de retour. Depuis la fin de la pandémie, les nuisances causées par le trafic aérien ont repris de plus belle. À proximité de l'aéroport Charles de Gaulle, des habitants tentent de limiter leur impact, nous expliquera Via 95 dès le début de ce journal. Des bornes communicantes pour prévenir les incendies. La rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous fera découvrir ce nouveau dispositif déployé pour la première fois en France à l'approche de l'été. Un concert de métal dans la cour de l'école. LMTV Sarthe nous racontera l'histoire d'un drôle de projet éducatif, de la musique saturée pour casser quelques idées reçues. Et puis en fin d'édition, nous irons tutoyer les nuages dans les Vosges avec une compétition amateur de parapente. De très très belles images à découvrir en fin de ce journal donc. Ce sont des bruits qui ne trompent pas quant au retour au monde d'avant. Un peu plus de 3 ans après le début de la crise sanitaire, le trafic aérien repart à la hausse partout dans le monde. Conséquence, les nuisances du secteur ont fait, elles aussi, leur retour. Exemple dans le Val d'Oise où des habitants se mobilisent pour tenter d'obtenir une réduction du nombre de vols quotidiens. Reportage et explications de la rédaction de Via 95. Regardez. Des avions, matin, midi et soir, 365 jours par an, c'est le quotidien de cette habitante de la vallée de Montmorency. Des avions qui passent au-dessus de son jardin à un rythme soutenu. On a un avion toutes les minute et demie aux heures de pointe et dans le meilleur des cas, un espacement de 3 à 5 minutes entre 2 avions. C'est à peu près 430 avions par jour. Du bruit, mais aussi de la pollution, qui deviennent difficilement supportables avec l'arrivée des beaux jours. C'est un peu comme le supplice de la goutte d'eau, si vous voulez, ces avions qui passent sans cesse. Je sais que moi, ça décourage la famille de manger dehors. Quand on veut faire un barbecue, en général, mes enfants me disent, au bout de 5 minutes, on rentre parce que c'est insupportable. Pouvoir ouvrir ses fenêtres et faire rentrer un peu d'air frais. Ici, on fait rentrer des particules ultra fines, des résidus de kérosène imbrûlé, c'est formidable. Il y a bien eu un court répit pendant la crise Covid, mais cette année, le trafic est revenu à son niveau de 2019. Et il devrait même continuer à augmenter. Alors pour cette association de riverains d'aéroports, il n'y a qu'une solution, limiter les mouvements d'avions. En 2019, on avait à peu près 500 000 mouvements d'avions dans l'année. On souhaite que ce nombre soit réduit à 440 000, soit une baisse d'environ 12% du trafic. Le 9 mai dernier, associations et élus ont rencontré le ministre des Transports qui s'est engagé à étudier le plafonnement des vols ainsi que les horaires de couvre-feu. Mais les associations restent prudentes et attendent de voir la mise en place de mesures concrètes, comme aux Pays-Bas, où l'aéroport d'Amsterdam a récemment plafonné son trafic en dessous du niveau d'avant Covid. Voilà, et s'il y a bien malheureusement un autre domaine où les choses se sont accélérées depuis la fin du Covid, c'est le nombre d'incendies en forêt. Et pour tenter de ne pas revivre les feux de l'été dernier, les collectivités locales multiplient les initiatives. Dernier exemple en date, en Gironde, où une commune vient d'installer des bornes communicantes à l'entrée de son massif forestier. Une première en France, vous allez le voir, objectif, interpeller les promeneurs et les passants en leur donnant quelques informations utiles. Précision de Diane Douzillet pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Si vous circulez à vélo sur la presqu'île du Cap-Ferré, tendez l'oreille. Notre massif forestier est fragile. Il est interdit de fumer, d'utiliser du feu, de pratiquer le camping isolé. Ce n'est pas votre conscience qui vous rappelle à l'ordre, mais bien cette borne communicante. Munie d'un détecteur de mouvement, elle délivre des messages de prévention lorsqu'elle détecte votre présence à 3 mètres. Des messages adaptés en temps réel, en fonction du niveau d'alerte. Une première en France, plutôt bien accueillie par ses passants. Super. Ça n'empêchera pas les gens de mettre le feu, malheureusement, ni de fumer, ni quoi que ce soit. À l'époque où nous vivons, vu
Les incivilités, ça va être compliqué, mais c'est bien, c'est bien. Au moins, quand les gens rentrent dans le massif forestier, ils ont l'information du risque et s'il est autorisé, pas autorisé. Ce qu'il faut savoir qu'en fonction des risques, notamment le risque sévère, juste sévère, donc en orange, le massif forestier est interdit que de 14h à 22h. Au moins, là, cette bande, il y a beaucoup plus de réactivité. Comme ça, à 14h, elle délivre le message comme quoi on est en risque sévère. 8 bornes fonctionnant à l'énergie solaire seront installées dans le massif forestier sur toute la commune de Lèche-Cap-Ferret d'ici l'été. Les emplacements sont stratégiques sur des carrefours de pistes cyclables en forêt. Ces bornes ont été financées pour moitié par des subventions. Au total, la commune de Lèche-Cap-Ferret a investi 200 000 € dans la lutte contre les incendies. Et évidemment, on ne le répétera jamais assez, soyez vigilants lors de vos balades en forêt cet été. Arnaud Montebourg était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien ministre de l'économie et désormais entrepreneur s'est notamment exprimé sur la situation économique du pays. Regardez cet extrait de son interview. D'une certaine manière, je ne peux que me réjouir, d'une part, des 50 milliards du plan France Relance qui permet de financer la renaissance de l'industrie. On ne peut que se réjouir qu'il y ait des investissements étrangers sur le territoire national, mais en vérité, l'objectif pour la réindustrialisation décarbonée de notre pays, c'est l'équivalent, disons les choses, c'est l'équivalent de relocaliser entre 50 et 70 milliards de chiffre d'affaires sur notre territoire. Donc c'est entre 500 et 1000 usines, celles qu'on a perdues dans la grande crise de 2008-2009, qu'on n'a pas retrouvées. Là où les Allemands ont préservé, ont mis du chômage technique, du quoi qu'il en coûte avant l'heure du Covid, ils avaient fait ça, et ils payaient les ouvriers à repeindre les usines qui n'avaient rien à faire, mais nous on les a mis à la casse, et eux ils les ont gardés. Conséquence, ils ont 23% du PIB qui est consacré à l'industrie. Donc attendez, ces 50 à 70 milliards de relocalisation, on ne le fera pas avec seulement l'État. On le fera avec les milliers de PME sur le territoire qui ont des projets dans leur carton, qui ne sont pas financés par le système bancaire, donc il va falloir réformer le système bancaire, qui ne sont pas aujourd'hui dans la tête des entrepreneurs en mesure de faire naître, et où il n'y a pas, parce qu'il y a des problèmes de recrutement considérables, parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à recruter déjà dans les industries existantes, comme on va faire pour la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie. Face au territoire avec Arnaud Montebourg est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission. Ouest France, Nice Matin, 20 minutes, La Montagne, le magazine Le Point et France Antilles. France Antilles, justement, parlons-en avec cette nouveauté pour le quotidien. À partir du 20 juin prochain, le journal sera de nouveau imprimé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le groupe vient d'acquérir une toute nouvelle presse entièrement numérique qui lui permettra d'imprimer également les journaux nationaux. Les détails avec ce reportage de Christophe Rigaud. Regardez. Il y a un an, France Antilles installait une toute nouvelle imprimerie numérique en Martinique. Aujourd'hui, sur ses palettes, c'est au tour de la Guadeloupe de voir arriver cette presse flambant neuve. France Antilles pourra désormais imprimer sur place son journal grâce à cette machine dernier cri. Une nouvelle imprimerie qui permettra de conforter la présence d'une presse locale papier dans les Antilles. Nous sommes un lien social. Je prends l'exemple en Guyane. Nous avions arrêté le papier. Donc quand on avait repris, le papier était arrêté. On l'a relancé il y a à peu près 3 mois. Donc on sort un hebdo et on vend 2500 journaux toutes les semaines. Donc ça veut bien dire qu'il y a une appétence. L'arrivée de cette imprimerie entièrement numérique va également permettre à France Antilles de se développer, en plus de son édition locale. On va imprimer toute la presse nationale. Donc on va imprimer jour J, Le Monde, Les Échos, Le Parisien, L'Équipe, tous les journaux nationaux qui étaient acheminés 2 fois par semaine par avion. Installer cette presse, venue des États-Unis en Guadeloupe, a également été un défi logistique. À la manœuvre pour convoyer, déballer et assembler la presse, il y a cette entreprise spécialisée dans le transport maritime. Savoir-faire à la fois dans la partie technique, c'est-à-dire déballer, approcher sur le site de production, mais également dans une expertise douanière qui est quelque chose d'important car il faut respecter l'ensemble des procédures, voire même de conseiller et surtout conseiller notre client. Après une période de test, la nouvelle imprimerie numérique de France Antilles devrait sortir ses premières éditions à partir du 20 juin prochain.
Ils sont les contrôleurs de la Marine nationale, les guetteurs sémaphoriques. C'est leur nom, exerce un métier méconnu du grand public, mais néanmoins essentiel pour la sécurité des côtes françaises. Et c'est pour mieux faire connaître cette profession que des portes ouvertes étaient organisées il y a quelques jours dans le Finistère. Objectif, attirer les candidats pour pallier les difficultés de recrutement. Un sujet de Maël Delmure pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Well understood. How many people on board? Du haut de leur vigie, les guetteurs sémaphoriques ont comme mission de surveiller les espaces maritimes, aériens et terrestres afin d'assurer leur mission de défense maritime nationale. Des sémaphores, il en existe 58 en France qui sont implantés sur les points stratégiques du littoral français. En Atlantique, nous comptons 25 sémaphores qui sont répartis depuis Saint-Cas jusqu'au sémaphore de Sokoa à Saint-Jean-de-Luz. La particularité de la façade atlantique, c'est d'avoir des sémaphores insulaires, comme celui du Stif à Ouessant. Face à des difficultés de recrutement et une méconnaissance du métier de guetteur, la Marine nationale a organisé une journée porte ouverte dans 6 sémaphores insulaires du Finistère. Nous avons trouvé pertinent d'ouvrir les portes au jeune public insulaire qui a peut-être peu de connaissances sur les missions des sémaphores sur leur île dans le cadre du recrutement local. Cette option permet à une jeune recrue de se positionner près de son domicile afin d'avoir une première expérience au sein de la Marine nationale. Un contrat de 4 ans mis en place par l'armée afin de permettre aux soldats de choisir leur affectation le temps de ce premier contrat. L'objectif, recruter des jeunes insulaires entre 17 et 30 ans comme Loïc. Bon, on en parlait déjà quand on avait vu les affiches dans le bourg et tout ça, on en parlait et puis on se disait ouais, pourquoi pas aller voir tous ensemble, peut-être intéresser 2-3 donc j'ai jamais eu l'idée de faire l'armée même quand j'étais jeune ou tout ça, ça me dit rien du tout mais là plus les années passent et puis on se dit pourquoi pas changer de style de vie. Une première journée porte ouverte réussite selon l'état-major qui envisage de réitérer l'opération séduction l'année prochaine. Voilà, et elle aussi doit sûrement vous être inconnue. La pilotine est un navire puissant à la fonction particulière, transporter des pilotes spécialistes des entrées et des sorties de port à bord des ferries. Comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires en Corse, Télépaisé, un bateau et un métier atypique, non sans risque. Écoutez ces précisions recueillies par Maë Poupard et Paul Claret. Alors, notre métier consiste à faire entrer des bateaux ici sur la station de l'île Rousse et de Calvi. C'est des bateaux à partir de 60 mètres, tout ce qui est yacht ou navire de plaisance et surtout de commerce, et les faire entrer en sécurité. C'est surtout des bateaux qui sont très puissants pour affronter les mauvaises conditions météorologiques. Ce sont des bateaux qui sont relativement stables, qui permettent de passer du portique que vous voyez à l'échelle de pilote et qui nous amène à bord en toute sécurité. Des bouteilles de vin par centaines, repêchées dans un étang. Il ne s'agit pas d'un trésor sous-marin, mais d'une expérimentation gustative. Dans l'Aude, vignerons et ostréiculteurs se sont alliés pour créer de nouvelles saveurs grâce à cette technique de vieillissement très originale. Pour l'occasion, 600 bouteilles ont été conservées 6 mois durant sous l'eau. Une expérience visiblement réussie, comme ont pu le constater Isaac Barry et Manon Scarzello pour la rédaction de Via Occitanie. Des bouteilles dans l'étang de Leucate, non pas pour envoyer un message, mais pour modifier le goût du vin. Là, on est en train de sortir les bouteilles de nos amis vignerons que l'on a immergées il y a 6 mois. Et voilà, là, on est en train de découvrir un peu le trésor. Une initiative de 10 vignerons de Canet-en-Roussillon et de 2 ostréiculteurs au doigt. Ça nous permet de faire le lien entre 2 métiers qui sont assez similaires. Mais on ne travaille pas dans les mêmes éléments, mais juste à côté. Et du coup, je pense que ça va être très intéressant de mêler les deux. Mêler terre et mer, c'est le but de cette expérience. À la recherche de nouvelles saveurs, plus de 600 bouteilles ont été récupérées. Un goût différent par rapport aux bouteilles habituelles, lié aux nouveaux paramètres de vinification. C'est la température par rapport à la même bouteille qui a été conservée de manière classique. La bouteille en mer a été conservée à basse température. Deuxième effet, c'est la pression. Elles sont à 5 mètres de profondeur, donc à peu près 1 bar de pression. Le troisième effet, c'est le ballon de l'eau, c'est-à-dire que les bouteilles sont sans cesse en mouvement dans l'eau. La dégustation des bouteilles accompagnées d'huîtres semble être un succès. Ça se déguste très bien. On a une belle fraîcheur, une belle attaque. Le public, quant à lui, pourra déguster les vins le 25 juin prochain à Canet-en-Roussillon. Voilà.
Le monde nautique encore dans ce journal qui se met lui aussi progressivement à la révolution électrique. Sur le lac du Bourget, les moteurs thermiques de bateaux de croisière viennent ainsi d'être remplacés. Une décarbonation qui s'inscrit bien entendu dans une démarche d'environnement. Les précisions de Manon Toiti pour la chaîne 8 Mont-Blanc sur place. Après 6 mois de chantier, l'Hydraex est prêt à repartir, mais cette fois-ci avec un moteur électrique. Le bateau pourra désormais naviguer de manière décarbonée. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de transition écologique. La plupart des bateaux qui ont un anneau sur le lac du Bourget, ont une place de port, sont carbonés. Ont des moteurs, il y a très peu qui ont des moteurs électriques, ça doit représenter 1%. Donc évidemment, il faut prévoir ce qui se passera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comment ces bateaux seront remplacés petit à petit. D'abord, il faut qu'il y ait une offre, il faut que les gens puissent acheter des bateaux qui soient décarbonés. Parmi les 3000 bateaux du port, près d'une trentaine sont obsolètes chaque année. Jusqu'ici, les propriétaires n'avaient pas de réelle solution pour s'en débarrasser. Depuis peu, un centre de déconstruction a ouvert à Chambéry. La collecte du bateau est à la charge du propriétaire qui le ramène à des centres de déconstruction que nous avons agréés avec l'État. Et la déconstruction en elle-même est gratuite. Mais ces nouveautés s'accompagnent aussi par des changements d'usage. La grande majorité des plaisanciers sont propriétaires, mais ne naviguent pas tout au long de l'année. D'autres offres émergent, comme les boat clubs, avec des réservations de bateaux à la journée. Le bateau, au lieu que je l'utilise peut-être 10 jours par an pendant mes vacances, lui va être utilisé pendant 3-4 mois, puisque d'autres personnes vont faire comme moi. Donc c'est une solution qui avance, un peu lentement, mais qui avance et qui va certainement aider à libérer des places dans les ports, à permettre à plus de personnes d'aller sur l'eau, ce qui est très important. Pour l'instant, aucune mesure gouvernementale ou préfectorale n'impose d'en finir avec les moteurs thermiques. L'investissement pour la décarbonation des bateaux de la Compagnie du Lac s'élève à 3 millions d'euros. Dès septembre, la moitié de sa flotte sera électrique. Faire du vélo tout en restant allongé, l'expérience peut paraître étonnante. C'est pourtant à cet exercice que ça donne en ce moment même des volontaires à la clinique spatiale de Toulouse. Une expérience qui vise à reproduire les conditions de séjour dans l'espace et à tester les bénéfices d'une activité physique en apesanteur. Pour cette étude, ces participants, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de la Dépêche du Midi, doivent rester couchés, écoutez bien, pendant 2 mois. Les précisions au micro de Manon aussi. Dans l'espace, il n'y a pas de gravité, on parle d'impesanteur ou de microgravité. Et cette centrifugeuse va recréer une gravité artificielle. Et donc on essaye de voir si faire un exercice en état de gravité artificielle peut permettre de lutter contre les effets négatifs de l'impesanteur. L'exercice de vélo est quand même assez difficile, c'est tous les jours le même exercice, c'est vraiment ça qui est le plus dur. C'était l'occasion, à notre niveau finalement, de participer à cette recherche. Se dire que ça pourra servir peut-être aux astronautes d'une part, et puis finalement il y a aussi tout un impact. La recherche spatiale ne sert pas que pour le spatial, elle sert aussi sur Terre finalement. Il est l'une des représentations emblématiques de l'histoire esclavagiste en Martinique. Le Nègre Gwo Siwo est devenu aujourd'hui un personnage phare du carnaval sur l'île. Figure de liberté mais aussi d'expression, il fait l'objet d'un projet photographique pour le moins évocateur. Un sujet de Sandrine Claude et de José Éloi pour Via TV sur place. Pour se métamorphoser en Nègre Gwo Siwo, quelques étapes sont à respecter. Pas question de s'enduire directement du sirop de batterie. Pour faire tenir le fameux liquide noirâtre, les corps doivent d'abord être couverts de charbon. À peine travesti, Eva se sent immédiatement comme transportée. L'essence, l'âme des anciens nègres marrons est montée. Je me suis sentie vraiment puissante. Donc là, c'est vrai que c'est pas une tenue que j'ai l'habitude d'arborer, mais je me sens bien et je me sens pas dénudée. Je suis habillée. Sous l'œil expert du photographe, les modèles prennent la pose. Marée tête posée et chaîne en main, les jeunes femmes se prêtent à l'exercice dans une atmosphère empreinte de fortes émotions. Le spot du shooting n'a pas été choisi au hasard. Le paysage est aride, fortement exposé au soleil, à l'image des dures conditions de vie des esclaves. C'est au prêcheur que le personnage du Nègre Gwo Siwo aurait vu le jour il y a plus de 20 ans. D'abord un hommage aux nègres marrons qui utilisaient l'enduit pour fuir les colonisateurs.
Et il est devenu au fil des années symbole de liberté en Martinique. La liberté qui a été pu être arrachée par les nègres marrons, en fait, c'est dû à un long cheminement intérieur, un processus intérieur qui leur a permis de surmonter leurs obstacles, soif de vie, de se libérer, tout simplement, de se libérer, et ils se sont eux-mêmes sauvés la vie. De magnifiques clichés que le photographe espère pouvoir bientôt exposer. En attendant, ils peuvent être admirés sur les réseaux sociaux. Du métal à l'école. Il n'est pas question ici de matière, mais de musique. Dans la Sarthe, un projet pédagogique a permis de faire découvrir aux élèves ce style musical et par la même occasion de briser bruyamment quelques idées reçues. Pour clôturer cette initiative, un concert était organisé. Doigts levés et cheveux au vent, les enfants ont pu profiter d'un moment atypique à l'école. Anthony Piton et Florian Wozniak pour LMTV Sarthe. Leur musique fait bouger les têtes à l'école d'Arnage. Concert exceptionnel de Cryogénica L'Excision. Le groupe de death metal fait l'unanimité dans le public. Ça va vite, ça fait du bruit, tout ça. C'est fort. C'est génial. Du son saturé, des guitares distordues et des voix gutturales. Une ambiance inédite dans une cour d'école. Moi j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure qui étaient un peu timides au départ et puis qui ont commencé un peu à danser, bouger les épaules. J'ai trouvé ça génial. Ils ressentent des choses, voilà. On a pu échanger autour du métal extrême, leur expliquer que comme un manga, il y a des démons, il y a des sorciers. Voilà, chaque monde, chaque groupe a son univers. Et le but était de vulgariser un peu le métal extrême pour les enfants. Une vulgarisation qui s'inscrit dans un projet scolaire. Le death metal, c'est le fil rouge et il sert de point d'entrée pour des leçons en classe, tout en faisant tomber la barrière des préjugés. On a enlevé ce côté un peu diabolique en fait. Il y a différents courants et finalement le volet satanique qui prend peu de place dans le métal par rapport à tous les autres groupes et tous les autres genres. Et c'était aussi montrer aux parents que finalement ça s'écoute et en fait on a pas mal de parents qui en écoutent déjà. Et maintenant, ce sont les enfants qui s'y mettent. Certains d'entre eux sont devenus, cette année, de vrais métalleux. Allez, zoom à présent sur un autre projet éducatif, beaucoup moins bruyant celui-ci. À Limoges, le prix littéraire Mosaïque fête cette année sa 10e édition. Ouvert aux écoliers, collégiens et lycéens, ce concours permet d'initier les élèves à l'écriture de textes. Une introduction au slam qui vise à donner le goût de la lecture et de la prise de parole en public. Le travail de toute une année était ainsi présenté sur la scène de l'Opéra de Limoges. Images et réactions recueillies par Alain Dreuot. L'envie de lire face à d'autres et l'envie de venir sur scène, parce que ça, c'est pas évident. On a plein d'enfants qui ne veulent pas venir sur scène. Donc, mais cette année, ça commence à mûrir. Beaucoup nous disent que ça leur a appris à parler en public, que ça leur a appris à mieux parler en classe également. On m'a donné beaucoup de conseils et je suis content parce que je vais en ressortir avec plus de connaissances qui me serviront plus tard. Ne nous disons pas adieu. Allez, prenons de la hauteur, beaucoup de hauteur même, pour terminer ce journal avec une compétition amateur de parapente organisée il y a quelques jours dans les Vosges. L'occasion, vous allez le voir, de faire le plein de sensations fortes et de découvrir de magnifiques images aériennes dans ce sujet de Louise Amunda et de Mathilde Albert pour Vosges Télévisions. Et si l'on prenait un peu de hauteur, à plus de 1200 mètres d'altitude entre les Vosges et le Haut-Rhin? Il y a une dizaine de jours, sous une météo capricieuse, une vingtaine de parapentistes ont volé au-dessus de ces montagnes pour un challenge amateur. Point de départ au Drumont, sur le col de Bussan. Ça fait 1 an et demi maintenant que je vole. Après moi j'ai beaucoup volé. En fait ce qui fait l'expérience du pilote, c'est la pratique. Notre but c'est de rester en l'air le plus longtemps et après d'aller le plus loin possible et faire des beaux vols. Tu aimerais faire de la compétition ensuite? C'est une idée. Après moi j'aime plus pratiquer le parapente pour le loisir. Car cette compétition n'en est pas vraiment une. La Ligue Grand Est de vol libre a organisé cette première rencontre pour inciter les jeunes pilotes à progresser.
On va faire un start en entrée par rapport à une balise qui se trouve ici. Aujourd'hui, on avait vraiment des gens qui commencent la compétition et donc il fallait vraiment leur faire un parcours très, très gentil. Donc là, on est à 10 km. D'habitude, on fait plutôt 40-50 km et lorsque je fais des compétitions avec les meilleurs pilotes allemands, suisses, je suis sur 100 km, quoi. Ouais, c'est bon ça les gars, on s'accroche. On va leur apporter la technique de comment faire une compétition, avant, pendant et après. Et après, on leur apporte aussi le côté convivial. Ils voient que c'est sympa et ça leur donne envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, faut encore passer un brevet, le pilote confirmé. C'était comment ? C'était court, mais bien. De toute façon, on s'attendait pas à mieux. Là, c'est les conditions. Ouais, là, ça va forcir, donc on aurait pu rester encore des heures là comme ça. Malgré un vent un peu trop fort et si tous n'ont pas le niveau des compétitions officielles, ces pilotes auront partagé pendant 2 jours le plaisir des airs. Notre journaliste en a fait l'expérience, on vous laisse en profiter. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.